Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Doc & Roll. Aujourd'hui, plus que jamais, le débat sur la vaccination semble être au centre des préoccupations du monde. Tout le monde a un avis sur le sujet et il est presque impossible d'y échapper. Et comme pour tous les sujets, de nos jours, celui-ci nous est livré avec son lot d'erreurs de communication, de faux débats, de fausses informations, voire de manipulations. Le lobby anti-vaccin est plus que jamais présent sur la scène médiatique et chez certains, il est presque même devenu tendance d'être contre la vaccination. Bref, l'idée de cette vidéo, c'est pas de débunker les arguments des anti-vax, des gens bien plus brillants que moi l'ont fait, le font encore sur un certain nombre de chaînes, de comptes, de pages, et je vous mets plein de liens en description pour que vous alliez voir. On a nous-mêmes fait une vidéo sur le fonctionnement des vaccins, vous avez l'affiche ici et le lien en description. L'idée, c'est plutôt de comprendre ce qui se cache derrière ces discours. Comment ils prolifèrent, savoir à quel point ils sont dangereux et si oui ou non, il faut dépenser de l'énergie pour les combattre. Pour commencer, regardons un peu l'histoire du mouvement anti-vax et la manière dont il s'est structuré au fil du temps. Aussi loin qu'il existe des vaccins, eh bien, il existe des anti-vaccins. En fait, c'est toujours le cas dès qu'il y a un truc nouveau. Quand on a découvert que la Terre était ronde, qu'il existait des micro-organismes, que le sang circulait dans le corps, etc., etc. Regardez quand on a mis en place la ceinture de sécurité obligatoire. J'ai jamais eu l'habitude de conduire avec une ceinture et je ne la mets pas. Personne ne peut savoir à l'avance en montant dans une voiture si la ceinture sera utile ou néfaste. Les conditions, l'obligation me paraît absolument indéfendable. En chauffeur, j'ai le volant entre les mains. Alors en cas de coup dur, je me porte constamment sur le volant. Ou qu'on a interdit la cigarette dans les restaurants et les bars. C'est une atteinte directe à la liberté individuelle et je suis absolument contre. J'ai envie de fumer, je fume. J'ai bien le droit de fumer. Dans les cafés? Oui. Et pourquoi? Pour ne pas gêner les autres consommateurs, ceux qui n'aiment pas la fumée de cigarette. Ceux qui sont gênés s'en vont. Alors que bon, aujourd'hui, personne ne remet ces idées-là en question. Au début de la vaccination donc, on maîtrise assez mal la réaction immunitaire et les techniques utilisées étaient vraiment expérimentales. Et du coup, il y avait beaucoup d'accidents. On est au 19e siècle, on n'est pas au 21e siècle. Donc on a observé un certain nombre de contaminations suite à des vaccins et des accidents vaccinaux, ce qui va un petit peu traumatiser la population et fera le lit des anti-vaccinateurs de l'époque, comme un médecin ophtalmologue, Hubert Boens, qui va lui-même fonder une ligue, la Ligue universelle des anti-vaccinateurs en 1880. Leur argument principal à l'époque, c'était les cas de variole post-vaccinale, qui étaient véritables. Mais rappelons qu'à l'époque, la variole tuait 20 à 30% des malades infectés, alors que la vaccination, plus précisément la variolisation, on était plutôt entre 0,5 et 2% de décès. Donc bon, c'est sûr que ça paraît énorme aujourd'hui, mais n'oublions pas que la variole, on était sur une mortalité démentielle. Les anti-vax de l'époque, ils avaient aussi d'autres arguments. Initialement, c'était surtout des idées reliées au caractère divin des maladies. Donc en gros, vacciner, c'est contre le dessein divin et c'est pas bien. On a aussi des craintes plutôt ésotériques comme la peur de la minotaurisation, c'est-à-dire la peur de se transformer en minotaure après s'être vu inoculer des humeurs animales. On a même déjà en 1855 un certain docteur Verdet de Lille qui nous dit, je cite, que tout individu serait porteur dès sa naissance d'un virus variolique inerte que le corps expulserait un jour ou l'autre à la faveur d'une crise éruptive dangereuse, certes, mais bienfaisante pour l'organisme purifié. On a aussi une vision alternative du corps chez les anti-vaccins. La pensée vitaliste, surtout avancée par Antoine Béchamp, un contemporain de Pasteur, qu'il a accusé de plagiat sans preuve. Sa théorie sur les microzymas et la capacité de nos cellules à produire des bactéries a pourtant été réfutée depuis. Les grandes découvertes du XXe siècle ont montré que c'était du bullshit. Et une certaine partie des anti-vaccins l'érige encore comme un scientifique incompris, victime de calomnies, de complots, alors que c'était juste un psychopathe et j'irai pas plus loin. Bref, vous voyez que certains arguments n'ont pas trop changé en fait depuis presque 200 ans. Ce qui fait le lit du discours anti-vaccinal, c'est un sentiment de contrainte ou de coercition, souvent associé à la vaccination. Ce n'est pas un scoop, pour que la vaccination fonctionne, il faut qu'elle soit faite sur une grande partie de la population exposée. On parle habituellement d'environ 80-90%. Et le fait d'administrer un traitement sur une partie aussi importante de la population va forcément impliquer chez les patients traités des apparitions de symptômes, de maladies rares ou non,
des décès, des accidents de la vie, quoi, qui n'ont pas de rapport forcément avec la dite vaccination. Et on avait dit qu'on débunkait pas les conneries complotistes. Oui, pardon, mais bon, des fois c'est tentant quand même. Donc, on a un traitement qui nécessite une administration à une large partie de la population pour limiter les risques infectieux, parfois faibles à l'échelle individuelle. Par exemple, on va regarder la rougeole. On a une maladie qui sera bénigne la plupart du temps, mais qui dans de rares cas va provoquer des encéphalites, voire des nécroses du cerveau qui ne sont pas forcément terribles et enviables. Alors effectivement, hein, le risque à l'échelle individuelle est faible, mais si un grand nombre d'enfants est exposé, eh bien ce risque devient un chiffre non négligeable. Hein. Donc, pour empêcher que quelques enfants deviennent des légumes ou meurent, eh ben on les vaccine tous. Et c'est là qu'est à la fois la plus grande qualité de la vaccination et son principal défaut, c'est un traitement préventif, d'où sa nécessité d'être appliqué au plus grand nombre. Bon, pour essayer de comprendre le discours et de ne pas sombrer dans l'opposition primaire, on va tenter de décrypter les grands éléments de la pensée anti-vaccinale. On va pas parler des théories fumeuses comme la 5G, le graphène, le magnétisme dans cette vidéo. Déjà, premièrement, parce que c'est complètement pété, et que deuxièmement, je vous ai dit que j'allais pas débunker toutes les conneries complotistes dans cette vidéo. Bordel! Arrêtez de me tenter, là! Non, ici, on va s'intéresser aux grands éléments de langage et aux biais cognitifs fréquemment rencontrés dans le discours anti-vaccin. Alors bien sûr, ces éléments ne sont pas propres à la pensée anti-vaccinale en particulier, on les retrouve un petit peu partout, sur plein de sujets différents. Le discours anti-vaccin est caractérisé par la présence d'un grand nombre de biais cognitifs et de sophismes. Des biais cognitifs, il y en a une liste longue comme ma... Donc on va s'attarder sur un certain nombre d'entre eux sans essayer d'être exhaustif, sinon là pour des plombes. Et je sens que cette vidéo elle va être déjà très longue. Il y en a même déjà deux de prévus. Le premier biais dont on va parler, c'est le biais de confirmation et l'effet Rato. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter un petit peu ce monsieur. Mercury is toxic to the human brain and neurological problems have been caused by mercury and mercury should not be in vaccines. My grandson got 9 shots in one day, 7 of which had mercury in it. And he became autistic in a very short period of time. Maintenant, je vais vous montrer une étude très sérieuse publiée dans le non moins sérieux New England Journal of Medicine. Alors, le docteur Messerly nous montre sur ce graphique que plus un pays consomme du chocolat, plus il a de prix Nobel. Allez, une petite dernière vidéo, regardez. Depuis 50 ans aux États-Unis, les vaccins et les médicaments tuent à peu près 1 million de gens par année. En 50 ans, ça fait 50 millions de gens tués par Big Pharma. Ça s'appelle pas un génocide, ça? Donc ici, vous avez 3 exemples d'un biais cognitif qu'on appelle l'effet Rato, décrit par le physicien Edward Mills Purcell. Pour exposer sa théorie, il montrait aux gens une matrice sur laquelle des points apparaissaient au hasard. Puis, il montrait une deuxième matrice dans laquelle apparaissaient aussi des points, mais il rajoutait des clauses. Un point ne peut pas apparaître à proximité immédiate du précédent. La plupart des individus considéraient que le deuxième programme était le plus fidèle à ce que représentait le hasard, alors que c'est parfaitement l'inverse. Cet effet est repris dans ce que l'on appelle la loi des séries ou le clustering effect, dans lequel nous avons tendance à percevoir à tort des coïncidences dans des données dues au hasard. Donc notre cerveau fait naturellement le rapprochement entre deux idées qui lui paraissent liées. Dans les exemples cités juste avant, vous avez un membre du Congrès qui affirme que son petit-fils est devenu autiste à cause du mercure présent dans les vaccins. Le docteur Messerly qui nous montre que la consommation de chocolat vous ouvre les portes du Nobel. Et enfin ce bon vieux Tal qui nous explique que les médicaments et les vaccins tuent des millions de gens aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Bon, et bien savez-vous que le nombre de personnes mortes par strangulation ou par pendaison est corrélé à l'argent investi par les USA dans la science, l'espace et la technologie? Ou que le nombre de films dans lequel apparaît Nicolas Cage par an est corrélé au nombre de décès par noyade dans une piscine aux USA? Ah ouais, si. Si vous en concluez que ces deux éléments sont liés, eh bien vous êtes victime de l'effet Rato. Ces événements n'ont en fait rien à voir. L'un n'a aucune causalité sur l'autre. Corrélation n'est pas causalité. Reprenons l'exemple du chocolat et des prix Nobel. Il s'agit là a priori d'une corrélation hasardeuse. En effet, l'obtention de prix Nobel est surtout conditionnée par la qualité de la recherche dans les pays concernés, et celle-ci, elle dépend en partie, en tout cas, de la richesse de ces pays. Il se trouve que la consommation de chocolat, elle est également liée à la richesse des pays. Vous avez donc là un élément qui influence deux paramètres,
Ici, la richesse du pays, sur le nombre de Nobel, mais aussi sur la consommation de chocolat, sans que ces deux facteurs n'aient vraiment de rapport entre eux. Tal nous explique que les morts sont dues aux vaccins et aux médicaments, mais la mortalité, elle est surtout liée au fait que vous soyez malade. Eh bien, quand vous êtes malade, eh bien, vous prenez plus de médicaments. C'est QFD. Alors, si les corrélations hasardeuses vous intéressent, vous pouvez aller sur le site que je vous mets en description pour rigoler un petit peu, Tyler Vigen, Spurious Correlation, et vous allez voir, il y a un tas de corrélations qui sont assez rigolotes. Maintenant, revenons à notre congressman et à son histoire de Mercure. Écoutez bien ce que va lui répondre le présentateur. We had scientists from around the world. Now, I'm for vaccination. Can you tell me the name of any of these scientists who claim this? Because they go against what every study, I mean, the CDC says this, Institutes of Health, all these studies say you're just wrong. Well, I'll be very happy to provide those for you. I didn't bring them with me. Alors ici, vous voyez bien que le congressman ne répond pas sur le fait que la majorité des scientifiques et le CDC le contredisent, lui. Et ce qui vient après est encore plus intéressant, écoutez bien. Now listen, I'm for vaccinations, but we need to get the mercury out of all of them. Well, are you against breastfeeding a child? No, of course not. Okay, but you are aware that methylmercury is actually in breast milk that's given to children. And in fact, if a child is only breastfed, they get more methylmercury than they would ever have gotten in any of the vaccines. You're aware of that, right? Let me just say I'm not an expert on breastfeeding. Wait, so you hold hearings for 3 years and nobody ever told you that there's mercury in breast milk? We never talked about that. What we talked about was the vaccinations. Okay. And mercury in vaccinations should not be there for adults or children. C'est magnifique. Vous avez là, typiquement, un exemple du biais de confirmation. Sir, you're aware that the kind of mercury that was in vaccines, which is no longer there, is different than the kind of mercury you get from fish, correct? Let me just tell you. Are you aware of that? If you'll do your research, you'll find that any type of mercury injected into the human body can cause neurological problems. Do you know what kind of mercury is in fish? What are you talking about? Well, there's different kinds of mercury. There's methylmercury, which is what's found in fish, which in high concentrations is toxic to human beings. Right. That's not the mercury that was ever in vaccines. But a 2010 study by the CDC showed that there was no association between prenatal and infant exposure to vaccines that contained thimerosal and an increased risk for autism. In 2009, an Italian study showed that immunization with thimerosal-containing vaccines does not decrease neuropsychological performance later in childhood. 2006, the FDA concluded there was no association between thimerosal-containing vaccines and autism after reviewing evidence by the Institute of Medicine. I mean, the list goes on and on, all the way back to 1999. But I don't know where you're getting your information. Well, it's called research. You could do it. I did research. I did research for 3 years. Unfortunately, you haven't had the opportunity to research it for 3 years. All right. And I had scientists. Here's the CDC. Quote, there's no convincing evidence of harm caused by the low doses of thimerosal in vaccines except for minor reactions like redness and swelling at the injection site. I got a list of dozens of studies. I could spend a long time just reading them to you, but I don't think it's going to make any difference. I will tell you this. You did not tell me you wanted me to bring all the studies, but since you're such an expert on these, I'll be very happy to provide you numerous studies that show that mercury is toxic and shouldn't be in vaccinations. Il ignore complètement le fait qu'il y ait plus de mercure dans le lait maternel que dans les vaccins et qu'il y a différents types de mercure. Même quand le journaliste lui apporte des informations sourcées, il n'en tient pas compte et il reste sur ses études à lui. Du coup, le biais de confirmation, il illustre la tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues ou nos hypothèses et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations qui jouent en défaveur de nos conceptions. Tout le monde y est sujet, il est important d'en avoir conscience. Ce biais de confirmation, il donne aussi un poids disproportionné à l'expérience personnelle, comme notre congressman qui nous présente l'exemple tragique, c'est vrai, de son petit-fils. Deuxième biais, le biais du survivant. Maintenant, je vais vous montrer 3 vidéos sur une maladie que vous connaissez bien, la rougeole. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that. Ah, après ça, vous avez bien peur, hein? Putain, la vaccination, ça donne l'autisme. Alors pourquoi on vaccine, bordel de Dieu? Bon, et bien maintenant, je vais vous montrer ça. Recrudescence de l'épidémie de rougeole inquiétante à Madagascar. Entre octobre 2018 et le 12 janvier dernier, la Grande Île a enregistré plus de 79 000 cas et déjà 926 morts selon l'OMS. Une situation alarmante
alors que la riposte commence à s'organiser avec 5 millions de vaccins en cours de distribution et une enveloppe de 10 millions de dollars mobilisée pour contrôler l'épidémie. Bon bah là, en Afrique, on aimerait bien vacciner les enfants parce que ça a l'air grave en fait comme maladie. Alors en sachant que le premier reportage, bon on sait que c'est du fake, hein. Wakefield a menti sur ses données, l'article sur l'autisme et la vaccination contre la rougeole a été rétracté pour fraude, et il a été viré de l'ordre des médecins, et maintenant il fait son beurre avec des conférences et des faux documentaires, mensongers, anti-vaccins, voilà. Mais selon votre avis préconçu sur la vaccination, vous aurez tendance à accorder plus de crédit à l'une ou l'autre de ces vidéos. C'est le biais de confirmation. C'était juste pour voir si vous suiviez. Allez, je vous propose un troisième extrait. Je sais pas du tout si je suis vaccinée ou pas. Peut-être petite. C'est vrai que maintenant que vous en parlez, je vais peut-être regarder un peu. Je vais regarder mon carnet de santé et puis vérifier, pourquoi pas. Bon ok, là, donc on a une population qui ne sait pas si elle est vaccinée et qui s'en fout parce qu'en fait elle ne rencontre pas la rougeole. Voilà. Profitant de ça, les anti-vax sont ici victimes du biais du survivant. Alors pour bien comprendre, on va faire un petit jeu sponsorisé par Mike Horn. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Abraham Wald, un statisticien, s'intéresse au blindage des avions engagés dans les batailles aériennes pour renforcer les zones les plus sensibles des appareils. Et il étudie alors les impacts de balles sur le fuselage des avions qui reviennent du front. Voilà la photo des impacts. D'après vous, où faut-il renforcer le blindage de ces avions pour les rendre plus résistants? Je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Bon, eh bien, il faut renforcer le blindage là où il n'y a pas d'impact. Si vous avez renforcé les zones avec les impacts, eh bien, vous êtes victime du biais du survivant. Vous n'aurez pas de photo dédicacée de Mike Horn et vous allez subir l'attaque fatale de Ken, le survivant. Ce biais, c'est un biais de sélection qui consiste à surévaluer une action en regardant seulement les événements qui ont réussi. Si les avions sont revenus avec ces impacts, c'est que ces impacts, ils n'étaient pas si graves. Par contre, ceux qui ne sont pas revenus, ils ont dû être touchés ailleurs. Donc il faut renforcer ces zones où on ne voit pas d'impact. Bon, Abraham, c'était pas la moitié d'un jambon, donc il l'avait bien compris ça. Mais toi, Michel, si autour de toi, personne n'est mort de la rougeole, c'est précisément parce que ces maladies ont été éradiquées ou minorisées par les vaccins, et non pas parce que tu jouis d'un système immunitaire incroyable ou que cette maladie n'existe pas. Et le problème avec ces biais, c'est qu'ils sont alimentés par les algorithmes des réseaux sociaux. En effet, si vous commencez à douter de la vaccination, et que vous commentez une publication qui parle de ça, ou si vous regardez une vidéo sur le sujet, eh bien les algorithmes auront tendance à vous proposer du contenu similaire. Et ce contenu sera susceptible de vous intéresser. On va donc alimenter votre biais de confirmation, triguer des effets râteaux à l'appel et entretenir ce satané biais du survivant. Ce phénomène est celui de la bulle de filtre évoquée dans cette excellente vidéo de Defecator. Je vous la mets ici en fiche et en description. Là où ça devient encore plus compliqué cette histoire, c'est quand on se rend compte que les outils qu'on utilise au quotidien pour s'informer ne font rien pour nous aider. Au contraire, ils font ce qu'on appelle des bulles de filtre. C'est-à-dire qu'ils filtrent les informations pour vous, en fonction de vos préférences, ce qui fait qu'ils risquent de vous isoler petit à petit dans une bulle où vous ne verrez que ce que vous avez envie de voir. Donc danger, parce que ça va conforter quoi? Exactement, votre biais de confirmation. On continue avec un autre sophisme bien connu des antivax, l'argument d'autorité. Écoutez bien comment ce présentateur introduit son interlocuteur et comment l'interlocuteur en remet une couche. Professeur Perron, infectiologue, chirurgien chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, et pendant 15 ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements, et il a présidé le comité technique de vaccination relevant de l'OMS aussi, professeur Perron. Alors, le comité technique des vaccinations, c'était français au ministère de la Santé. Du ministère de la Santé, mais j'ai aussi été vice-président du comité d'experts des vaccins à l'OMS pour toute la zone Europe de l'OMS, la grande Europe de l'OMS qui comprend toute la Russie, l'Asie centrale, voilà, la Turquie, Israël. Voilà. Alors très bien. Alors justement, et vous êtes assez bien placé, c'est le moins qu'on puisse dire pour en parler. Si vous voyez pas où je veux en venir, regardez ça. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous. En réalité, donc les gens disent pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Donc ici, vous avez deux exemples du sophisme génétique et plus particulièrement de ce que l'on appelle l'argument d'autorité. On aura donc tendance à juger la qualité d'un contenu en fonction de son contenant, du message en fonction de son messager et du fond
en fonction de la forme. Ici, avant même d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, eh bien, vous êtes conditionné par leur titre, leur palmarès, leur diplôme, mais cela ne les prémunit pas du tout de dire un maximum de conneries. Hein. Si tu mets plus de temps à citer ton pédigré qu'à argumenter, alors ce que tu dis est tout pété. Petite dédicace. Maintenant, parlant de l'absence de perception de la probabilité, voilà. Une chose intéressante dans tout ce discours, et qui n'est pas propre au discours anti-vaccin, c'est surtout l'incapacité humaine à appréhender les probabilités. On va faire un petit exercice de perception du risque qui est sponsorisé par Tic et Tac. Je vais vous donner des causes d'accidents mortels ou de mortalité fréquente en 2019 qui ont été listées par le National Safety Council aux États-Unis, et vous allez les classer du plus fort risque au plus faible. Le jeu ne s'arrête pas là. Dans un second temps, je vous propose de me donner les probabilités qui vont avec. Donc en gros, une chance sur 10, une chance sur 100, une chance sur 1000, une chance sur 10 000, etc. Vous êtes prêts? Voici 6 causes d'accidents mortels. Première, accident de vélo. Deuxième, accident de voiture en tant que conducteur. Troisième, piqûre de frelon. Quatrième, frappé par la foudre. Cinquième, attaque de chien. Et sixième, accident d'avion. Alors maintenant, je vous demande de les classer du plus probable au moins probable. Vous avez 10 secondes. Maintenant, les réponses. Donc si vous avez les 6 dans l'ordre, c'est déjà pas mal, hein, vous gagnez une photo de tic. Si vous avez les ratios de risque aussi, bon bah c'est bien, vous gagnez une photo de tac aussi. Dites-nous donc tout ça en commentaire, qu'on puisse vous les envoyer, hein, parce que sinon on ne pourra pas. Hein, c'est logique. Ce qui est intéressant ici, c'est comment vous différenciez les niveaux de risque les uns des autres. Ici, vous avez de grandes chances de mourir au volant de votre voiture, et pourtant peu de gens sont réticents ou phobiques à l'idée de conduire. Hein. D'un autre côté, en 2015, on a 34% des Français qui déclarent avoir peur d'un accident lorsqu'ils prennent l'avion, et un faible pourcentage est même phobique au point de ne pas pouvoir utiliser ce moyen de transport, alors que là, vous voyez bien que vous avez beaucoup moins de risques de mourir en avion qu'en voiture. Et si je vous demande le risque de mourir d'un accident cardiovasculaire, à votre avis? Eh bien, dans ce classement, il est de 1 sur 6. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens d'avoir des conduites à risque, loin de là. Le lien de cette étude est en description. Tout ça pour vous montrer qu'il est difficile de percevoir ce que veut dire une variation du risque entre 1 sur 6 et 1 sur 85, et encore plus entre 1 sur 4000 et 1 sur 60 000. Et si en plus vous êtes phobique, eh bien ces statistiques, elles ne veulent rien dire, car vous avez l'intime conviction que vous allez mourir dès que vous montez dans un avion. Eh bien dans le domaine de la santé, c'est la même chose. Parler en réduction de risque, ça parle pas à grand monde en fait. Et encore moins pour les vaccins. Si je vous dis que vous avez 10 fois plus de chances de faire une thrombose avec le Covid qu'avec le vaccin, oui, vous comprenez que c'est plus avec la maladie initiale, mais si vous êtes un peu phobique de la piqûre, que vous avez peur de Big Pharma, ou que vous n'avez aucune confiance dans les autorités sanitaires, ou que vous avez lu ou vu des témoignages atroces de morts après les vaccins, vous ne pourrez pas interpréter ce risque. On continue avec un autre biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger. Pour résumer très rapidement, ceux qui ont le moins de compétences dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences, surtout parce qu'ils sont bourrés de biais cognitifs. Et à l'inverse, les plus grands spécialistes font preuve de modération et sous-estiment leurs compétences, souvent conscients des nombreux biais qu'elles comportent. Écoutez ça. Un des très grands spécialistes des vaccins, qui s'appelle Geert Van den Bosch, qui doit être, je crois, de nationalité belge, mais qui a travaillé pour les plus grands laboratoires, y compris pour la fondation de Bill Gates, de Bill Gates, je dis bien. Le 6 mars, ce scientifique a, sur le réseau LinkedIn, lancé une alerte, une lettre ouverte à l'OMS et à l'ensemble du monde et de tous les dirigeants pour qu'on stoppe immédiatement toute vaccination de masse avant de compter des millions de morts. Ensuite, il a été appuyé par monsieur McCulloch, qui a été auditionné par le Sénat américain, lui, puisqu'il y a quand même des procès en cours aux États-Unis, sous l'égide de l'avocat allemand Fulmich. En France, il y a énormément de scientifiques qui sont sur la même ligne. Un scientifique qui s'appelle le docteur Sucharit Bhakdi, qui a fait beaucoup de lives expliquant la composition des vaccins, que officiellement aucun médecin en France ne semble connaître. Sur Internet, il y a aussi des tas de scientifiques qui publient.
en particulier les derniers scientifiques et les derniers médecins qui ont publié sur le réseau LinkedIn, je crois aussi justement, des dizaines d'études sur l'ivermectine, censurées, tout a disparu. Lorsqu'il va y avoir des gros pépins avec le vaccin à l'hôpital, vous allez être personnellement reconnu comme responsable. Souvenez-vous, en 1989 et les quelques années qui ont suivi, les gens, ils ont perdu leur tête avec des raisonnements comme le vôtre. Et vous jouez votre tête, c'est tout. Là, vous avez une personne qui cite une quantité invraisemblable de noms, arguments d'autorité, qui vous explique que les scientifiques publient sur LinkedIn, que le directeur de l'hôpital sera responsable, on parle de révolution française, il y a des menaces. La vidéo entière, elle est en description si vous voulez tout voir. Et bien là, vous avez la somme de tous ces biais en vidéo. Ça va donner un discours assuré, menaçant, voire dangereux et difficile à remettre en question chez des gens qui ont souvent peu de compétences dans le domaine. Un des derniers éléments de langage du discours anti-vaccin se base sur la crainte de l'innovation qu'on appelle la technophobie. Pour celui-là, je vous remets un petit extrait. La ceinture de sécurité était obligatoire à partir d'aujourd'hui. Depuis ce matin, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics clos. La ceinture de sécurité est efficace. Le masque, c'est la mesure qu'on a la plus efficace. 17% d'irréductibles, à en croire un sondage publié aujourd'hui. Selon un récent sondage, 15% des Français seraient réfractaires à ce port du masque. Vous pensez que c'est une atteinte à la liberté des gens? Mais vous le mettrez quand même, vous la mettrez quand même. Oui, je suis bien aussi obligée de subir les lois. Pas absolument fan, mais voilà, je fais ce qu'on me dit. On est assez gêné, disons, dans les mouvements. C'est un peu gênant, mais sinon c'est obligatoire, donc on n'a pas le choix. Pourquoi non? Parce que j'aime pas mettre ça. Je ne porte jamais. Moi, je trouve pas ça utile. Et c'est pas nécessaire, je vous le dis sincèrement. Sincèrement, c'est pas nécessaire. Ça m'intéresse absolument pas. Je me sens beaucoup plus libre sans ceinture. C'est une contrainte, voilà, dans le travail et dans certains loisirs aussi. Ici, je vous montre l'exemple de la ceinture, mais il marche pour à peu près chaque nouveauté. Pour la médecine, c'est un tout petit peu plus compliqué. En effet, de nombreuses histoires médiatisées, des véritables scandales sanitaires, ont ébranlé la confiance de la population dans ses instances scientifiques et sa classe dirigeante depuis presque un siècle maintenant. En 1957, c'est le thalidomide, un antinauséeux pour les femmes enceintes qui était en fait pourvoyeur de malformations fétales gravissimes au niveau des membres. L'affaire du sang contaminé en 1981, l'hormone de croissance en 1985, récemment l'affaire sulfureuse du Mediator, tout ça n'a évidemment pas aidé. Du coup, avec le temps, on est devenu méfiant avec l'innovation car elle entraîne une part de risque. Comme je vous l'expliquais juste avant, ce risque il est difficile à appréhender et il sera forcément biaisé par le vécu des personnes de ces scandales. D'autres assimilent le vaccin à une pollution chimique de leur corps, alors qu'il n'y a pas de médicament plus naturel puisqu'il utilise notre réponse immunitaire pour fonctionner. On a beaucoup plus de pollution chimique dans notre alimentation quotidienne et notre hygiène de vie. Vous fumez? Vous buvez de l'alcool? La pensée antivaccinale est du coup assez hétéroclite car elle agrège un certain nombre de croyances, de vécus et d'intérêts à l'échelle globale et individuelle. Dans cet article du journal Vaccine, l'analyse des contenus des 8 sites anti-vaccins anglais les plus influents montrait les résultats suivants. Vous voyez ici que les revendications principales portent sur la sécurité et l'efficacité qui sont biaisées par la représentation du risque que je vous ai montré juste avant. Ces sites vont mettre en avant les libertés individuelles, les médecines alternatives, les notions de morale et d'idéologie. Mais on voit aussi que ces sites mettent en avant des théories conspirationnistes et des fausses informations. Il est donc difficile de faire la part du vrai du faux dans ces contenus. Ce qui va relever de la bonne foi et donc il pourra faire l'objet d'un débat, et ce qui révélera de la désinformation et qui sera complètement inaccessible à la raison. Restez connectés, on arrive bientôt avec la suite de notre série sur le discours anti-vaccin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, la commenter, vous abonner pour aider à notre référencement. À bientôt, à très vite sur Doc & Roll.